Bien, je pense que on va pouvoir commencer cette conférence. Donc, je suis le général Boyard, deuxième section, conseiller spécial du président Emmanuel Levaché, qui vous a souhaité la bienvenue tout à l'heure. Et dans le cadre de ces technodays, je vais vous parler du scarabée dans la perspective de l'emploi qui pourra être fait de cet engin de combat novateur par les armées qui en feront l'acquisition. La commercialisation du scarabée a été lancée à l'occasion du salon IDEX en février dernier. Et donc c'est dans cette optique-là que ma conférence se place. Les éléments que je vous donne sont globalement contenus dans la documentation qui avait été réalisée au moment de ce salon. Et simplement, je vous les remets dans une forme différente. Voilà, je demande aussi par avance aux militaires pratiquants ou anciennement pratiquants de bien vouloir pardonner certaines approximations que je pourrais être amené à faire au cours de cette conférence. Donc mon propos sera bien évidemment pas celui d'un ingénieur que je ne suis pas, mais vous avez probablement déjà tous noté que ce véhicule embarque pour la première fois un certain nombre de technologies tout à fait intéressantes et nouvelles dans l'emploi qui en est fait sur ce véhicule. Je vais donc être amené à parler d'innovation et je voudrais commencer en partageant avec vous quelques considérations très générales sur l'innovation, car je pense que ces considérations sont nécessaires pour bien saisir le changement que constituera le scarabée pour les unités qui en seront dotées. Alors vous avez remarqué que pendant très longtemps, l'innovation s'est faite dans le sens du militaire vers le civil. Par exemple, le radar, développé en urgence par les Britanniques au moment de la bataille d'Angleterre en 1940, et qui, après-guerre, a été réinvesti massivement par l'industrie et l'aéronautique civile. Plus près de nous, Internet, bien sûr, qui était d'abord un développement du département de la défense américain avant sa généralisation planétaire dans ces 30 dernières années. Même chose pour le GPS, mais depuis quelques décennies, en fait, depuis la fin de la guerre froide, nous observons le phénomène inverse, en partie du fait de la réduction drastique des budgets militaires qui a suivi l'effondrement de l'URSS, correspondant aux fameux dividendes de la paix. C'est donc désormais l'innovation civile qui tire l'innovation militaire, comme on le voit de façon exemplaire dans le domaine des drones, ou plus généralement dans celui de l'automatisation et de la robotique. Notre secteur terrestre est lui aussi directement concerné, compte tenu du rythme soutenu auquel apparaissent les innovations de l'automobile et du transport routier. Cette approche du civil vers militaire correspond d'ailleurs très bien à la culture de notre entreprise qui a su de longue date prendre le meilleur du civil pour développer des véhicules militaires de premier ordre. Je pense par exemple typiquement au camion Berlier et à sa qualité et à sa longue vie. Mais, sans paraphraser des textes connus, tout ce qui est éthiquement faisable n'est pas nécessairement militairement utile. Et nous devons toujours garder à l'esprit que nos véhicules sont servis par des soldats et pas par des automobilistes ou des routiers. Et ils sont servis dans des conditions de stress rapidement poussées à l'extrême, aussi bien pour les hommes que pour les machines. Ce point de vue de transfert d'innovation et d'utilisation de l'innovation, si on se replace dans le temps long, on en revient peu ou prou au mode d'innovation qui a prévalu pendant la Première Guerre mondiale, quand les technologies, les techniques civiles alors disponibles ont été utilisées tout au long du conflit de manière incrémentale pour fournir les équipements nécessaires à ce qui, à l'époque, a été une véritable révolution dans les affaires militaires.
Je pense à la téléphonie sans fil, la TSF, qui existait bien avant la guerre. Mais les améliorations sur les postes à galène, par exemple, dans les tranchées, ont permis peu à peu de disposer des éléments, à l'époque c'était surtout pour les réglages des tirs d'artillerie, de manière à ce qu'ils deviennent véritablement précis et redoutables. Même chose pour l'aviation, hein, et bien évidemment, étant la société Arcus, hein, pour les chars, et on pense bien sûr, nous, au fameux FT-17, hein, qui permet au bout de 4 années donc, de sortir de la guerre de tranchées. Après ce vaste détour historique introductif, j'en reviens au Scarabée, et vous comprenez à peu près où je veux en venir. Le Scarabée ne va pas déclencher de nouvelles révolutions dans les affaires militaires, hein, je vous rassure, mais ces innovations techniques ont toutes pour objectif de permettre des innovations tactiques. Et c'est ce que nous allons voir dans cette conférence. Un véhicule de combat, comme le Scarabée, se caractérise par sa mobilité, sa protection et les systèmes qui l'emportent, qu'il s'agisse de systèmes d'armes, de capteurs, de systèmes de communication ou de systèmes de soutien. Et vous le savez, on parle toujours de compromis entre ces 3 facteurs que sont mobilité, protection et, pour faire simple, la charge utile. Puisque ces 3 facteurs interagissent par définition de manière contradictoire les uns sur les autres. À ces caractéristiques générales, on peut également ajouter la soutenabilité, en particulier du point de vue des actes de maintenance. Je vous propose donc de nous arrêter quelques instants sur chacune de ces caractéristiques pour comprendre en quoi les innovations technologiques du Scarabée se traduiront par des possibilités d'innovation tactique pour les équipages et les unités qui en seront équipées. Commençons par la mobilité, et plus particulièrement par l'hybridation de son groupe motopropulseur. Innovation technique majeure pour un véhicule de combat. L'idée qui a prévalu n'était pas de suivre la tendance générale observée dans l'industrie automobile, et elle l'est pour des raisons écologiques, hein, mais d'exploiter à des fins militaires les développements techniques réalisés grâce à ce mouvement général. Avec son moteur thermique de 300 chevaux et sa machine électrique de 70 kW, qui délivre une puissance équivalente de 100 chevaux, le Scarabée est capable soit de rouler classiquement en tout thermique, soit de rouler en tout électrique pendant une dizaine de kilomètres. Ce dernier cas de figure permet de manœuvrer dans un compartiment de terrain de taille moyenne, hein, c'est-à-dire dans une zone entre 2 lignes de terrain ou entre un certain nombre de masques. Dans le travail d'une unité de reconnaissance qui opère au plus près de l'ennemi pour en déterminer le dispositif, un moment particulièrement délicat est celui pendant lequel on se retrouve dans le compartiment de terrain immédiatement voisin de celui où l'ennemi se situe. Alors, en effet, si on s'y déplace sans être discret, eh c'est l'ennemi qui vous repère le premier. Et si on aborde en toute discrétion, les délais alors nécessaires pour couvrir quelques kilomètres sont généralement prohibitifs pour la suite de la mission. La machine électrique du Scarabée permet de résoudre cette équation en roulant vite, en silence et à très faible signature thermique quand la patrouille engagée estime être proche de l'ennemi, très proche. La conception de la propulsion du Scarabée permet également d'utiliser moteur et machine électrique en série, en additionnant la puissance des deux, et d'obtenir ainsi un gain de puissance significatif pour un ratio ponctuel de 50 chevaux par tonne, ce qu'on appelle l'effet boost. Cette faculté permet de compenser l'une des autres vulnérabilités des engins de reconnaissance qui risquent en permanence de tomber nez à nez avec les unités ennemies sur lesquelles ils sont chargés de renseigner, en particulier dans le cas de figure extrêmement défavorable où la patrouille traverse sans le savoir le secteur de tir d'un ennemi posté et prêt à tirer. Dans ce cas de figure, le boost du Scarabée
permet au pilote, dès qu'il se rend compte de la situation, de sortir son engin de la lunette de visée ou de la lunette de guidage, du système de guidage, du système d'armes ennemi. Enfin, en statique, et en particulier de nuit, où la propagation des bruits est facilitée, la redondance des batteries, qui se rechargent quand le véhicule roule en thermique dans d'autres phases, permet d'opérer les différents systèmes embarqués sur le Scarabée pendant plusieurs heures, sans avoir besoin de redémarrer le moteur thermique pour maintenir la tension. Le Scarabée corrige, là encore, une des vulnérabilités traditionnelles des unités de reconnaissance quand elles sont au contact, de manière statique, en maximisant leur discrétion. Cette machine électrique confère aussi un surcroît d'autonomie, car elle peut fonctionner comme un groupe électrogène pour alimenter des périphériques, fournir du courant, en particulier pour les postes de commandement, ou recharger les piles des systèmes de combat débarqués, des équipages quand ils débarquent, ou des fantassins, pour dire ça simplement. Cette caractéristique augmente donc l'autonomie des unités et allège leur empreinte logistique, en évitant aussi d'avoir à emporter des groupes électrogènes, comme c'est le cas aujourd'hui quand on a besoin de produire de l'énergie. Mais la mobilité, c'est aussi la capacité à franchir des obstacles, qu'ils soient rocailleux, boueux ou sableux. Vous avez un certain nombre de... le film qui déroule, qui vous montre ce type de franchissement. Avec son rapport poids-puissance, que j'ai déjà évoqué, et ses roues et suspensions indépendantes à très fort débattement, le Scarabée est un parfait franchisseur. Là encore, l'innovation sur l'architecture des liaisons sol vient résoudre l'un des problèmes récurrents des unités de reconnaissance, qui opèrent toujours de manière très diluée sur le terrain, une patrouille n'étant que très rarement à vue des autres, et les patrouilles devant être autonomes. Dans ces conditions, l'enlisement d'un véhicule qu'il faudra aller chercher, ou l'incapacité d'une patrouille à franchir l'un des points choisis pour son itinéraire, qu'il lui faudra alors contourner potentiellement sur plusieurs kilomètres en zone d'insécurité, retarde la manœuvre de l'ensemble de l'unité. Je voudrais faire ici une mention particulière sur le rayon de braquage du Scarabée. Alors mon propos n'est pas aligné sur les images, mais vous avez vu dans le film des figures du Scarabée. Ce rayon de braquage est obtenu grâce à l'innovation de son train arrière directeur. Et ce n'est pas tant la marche ancrable qu'on voit bien dans le film, qui est intéressante, mais bien la capacité unique pour un engin de combat de cette catégorie à faire demi-tour dans une rue européenne de taille moyenne, c'est-à-dire 5,50 m de chaussée, plus les trottoirs ou les bas-côtés. Ça réduit ainsi d'autant la vulnérabilité, là encore classique, pour l'engin de tête d'une patrouille d'éclairage ou de reconnaissance, qui tombe nez à nez avec un ennemi au milieu d'une conurbation ou d'un village. Avant de clore sur la mobilité, je voudrais aborder deux aspects de la mobilité qui ne sont pas directement liés aux capacités de l'engin, mais je veux parler de mobilité opérative et de mobilité stratégique. Donc, les mouvements opératifs visent à donc couvrir en roulant, en l'occurrence, de grandes distances pour rejoindre une zone de combat, et également les missions de combat propres aux unités de reconnaissance compte tenu de leur portée, des zones d'engagement dans lesquelles elles opèrent. Les compromis qui ont été choisis pour le Scarabée lui confèrent une autonomie de 600 km de base, ce qui correspond à un profil d'emploi typique pour une unité de reconnaissance qui traverse d'abord un dispositif ami sur plusieurs dizaines de kilomètres avant de progresser dans la zone d'action ou
on doit reconnaître sur l'ennemi, là encore sur plusieurs dizaines de kilomètres, de rester dans cette zone pendant plusieurs jours en y effectuant des bascules et en y alternant les missions statiques et les missions dynamiques avant de rejoindre les lignes. Donc cette mobilité opérative permet de couvrir en autonomie l'ensemble d'une phase de combat telle que je viens de la décrire. La mobilité est également stratégique pour rejoindre par exemple un théâtre d'opération lointain. Alors on peut bien sûr transporter le Scarabée par porte-engin, par voie ferrée, mais les compromis qui ont été choisis, là encore une fois, le rendent apte non seulement au transport par gros porteurs militaires, type A400M, mais aussi par avion de transport tactique, typiquement type C-130. Et le Scarabée peut même être largué par éjection à très faible hauteur, quand l'avion vole à 15 mètres du sol, abaisse sa trappe et on extrait le colis, le fardeau, en l'occurrence l'engin, sur palette. Et ça, donc, il peut le faire. Cette dernière aptitude permet donc de mettre très rapidement au sol une ou plusieurs patrouilles, en fonction du nombre de porteurs d'avions disponibles, dans une zone lacunaire non tenue par l'ennemi. Et c'est une caractéristique qui est également intéressante. On parle beaucoup de retour de la haute intensité, mais également dans les opérations actuelles, dans des très grands espaces avec des très grandes distances à couvrir, et avec un besoin de rapidité de réaction. Donc très intéressant, y compris pour en contre-insurrection, pour des forces spéciales par exemple. Donc après avoir balayé un peu tout l'aspect de la mobilité, je passe maintenant au volet de la protection. Et on a déjà vu qu'un certain nombre des innovations dont je viens de parler pour la mobilité concourent directement à la protection des équipages, qu'il s'agisse du silence de la machine électrique, de l'accélération instantanée grâce au boost, ou du rayon de braquage. Je voudrais maintenant compléter tout d'abord par la furtivité du véhicule. Sa silhouette basse et compacte, son faible encombrement sont obtenus par un gabarit qui est inférieur à 2 mètres par 2 mètres par 5 mètres 50. Là encore, c'est le fruit de différents compromis et de l'exploitation résolue par nos ingénieurs de ce que permet la technologie aujourd'hui. Le Scarabée est ainsi le seul engin de sa génération, la génération naissante, à conserver un profil réduit qui équivaut par exemple à celui d'un VB2L, la version châssis long du VBL. Alors que actuellement, à notre époque, la tendance est plutôt à l'inflation, pour de bonnes raisons, encore une fois, d'autres compromis choisis, en particulier sur la protection, à l'inflation en hauteur et en largeur des véhicules militaires. Donc, outre le choix de la furtivité comme facteur clé de la protection, l'une des innovations qui permet cette maîtrise des volumes est le recours à une cellule de survie, alors qu'on ne voit pas dans le film, mais qui est représentée sur les montages qui sont dans la salle. Cellule de survie qui protège l'équipage de la ferraille du champ de bataille et des tirs de tireurs d'élite. Une autre innovation a trait au blindage du Scarabée, qui permet d'en réduire le poids à performance de protection égale, donc en augmentant le poids, protection supérieure, bien sûr. Donc là encore, des réponses très concrètes pour donner de bonnes chances de survie en combat de rencontre avec les reconnaissances ennemies, ce qui permet pour les unités équipées de Scarabée de concevoir un emploi beaucoup plus agressif de leurs unités d'éclairage ou de reconnaissance que ce qu'on a pu connaître jusque-là. Je passe maintenant ce que j'ai appelé les charges utiles, les charges que le Scarabée pourra emporter. C'est un engin de reconnaissance, il sera armé. L'originalité de son architecture fait qu'il pourra non seulement recevoir un tourello téléopéré comme celui qui est actuellement
sur le prototype que vous avez dans la salle d'à côté. Donc, qui correspond, c'est un peu la suite des armes de 7,62 par exemple, qui arment les VBL des unités d'éclairage, hein, qui sont des armes d'autodéfense. Mais certains engins, certains scarabées, pourront recevoir un armement télopéré de moyen calibre, capable non seulement de prendre l'ascendant en combat de rencontre, mais aussi de renseigner par le feu et le combat contre les reconnaissances ennemies pour amener leur échelon supérieur, voyant ces reconnaissances buter sur quelque chose de plus dur, à manœuvrer et donc à dévoiler son dispositif. On a donc ici une évolution très significative en disposant d'une puissance de feu qui était jusque-là réservée à des porteurs plus lourds, plus gros. Je pense au T-20-13 par exemple, le VAB avec le canon de 20 qui pesait 18 tonnes, sur un véhicule léger. Le Scarabée, on est dans la classe 8 tonnes. Voilà. Et donc la légèreté n'est plus incompatible avec une certaine puissance en tir direct. Et donc les unités Scarabée pourront allier la discrétion des éclaireurs grâce à la furtivité de leur engin, à l'agressivité des unités de reconnaissance qui opèrent jusque-là sur des véhicules plus lourds. Et dans certaines autres versions, il pourra bien sûr aussi emporter des missiles modernes, des missiles anti-chars modernes de moyenne portée, avec capacité de tir au-delà de la vue directe, pour les cas de figure où les délais d'installation permettent donc de la mise en batterie de ces systèmes missiles anti-chars, qui prennent toujours beaucoup plus de temps que le tir canon, qui est quasiment instantané, et puis le tir lui-même. Et au-delà de cette vision un peu prospective, cette capacité sur des petits engins d'avoir à la fois du canon moyen calibre et du missile répond assez exactement au retour d'expérience des opérations passées ou actuelles, en particulier en Afghanistan. On voit bien que très souvent, c'est les missiles Milan, en l'occurrence, et les canons moyen calibre, que ce soit chez les Français ou en zone nord chez les Allemands, qui ont été engagés, puisque ça permet justement, sans déployer des véhicules trop pondéreux, d'avoir la puissance de feu souhaitée. Donc vous voyez l'intérêt de cette évolution grâce au Scarabée, aussi bien pour les opérations d'aujourd'hui que pour les unités de reconnaissance dans un conflit entre armées de niveau équivalent. En ce qui concerne les autres charges envisagées, le Scarabée, donc engin de reconnaissance, pourra naturellement embarquer en fonction des versions des capteurs optroniques et ou imagerie et ou électromagnétiques. Son architecture permettra également la mise en œuvre de capteurs déportés, comme des mini-drones, des petits robots terrestres, des balises, ou des radars portables. À noter que le volume intérieur que vous pouvez voir, qui fait 4 mètres cubes et demi, et donc l'aménagement, permettent d'accueillir un équipage de 3 hommes plus 1, dans la version qui est exposée là. Vous avez un passager en 4e position. Mais vous imaginez tout de suite en le voyant que ça offre une certaine modularité pour des versions où on aurait davantage de charges utiles, des capteurs plus encombrants par exemple, et moins d'opérateurs à bord. Les innovations précédemment citées dans le domaine de la production et de la gestion de l'énergie permettront également d'alimenter tous ces différents systèmes sans besoin d'apport extérieur, ce qui conférera une plus grande souplesse dans l'emploi des unités, d'un point de vue logistique et point de vue énergie.
Alors là, j'ai parlé du Scarabée tel qu'il est exposé là. À ce stade, je veux mentionner le projet complémentaire qui va avec le Scarabée pour former un système et qui est actuellement baptisé l'élément d'accompagnement au contact, hein, qui est en fait un mission extender, un élément qui permet de prolonger et de compléter la réalisation des missions. Nous avons en effet pensé que pour garder la compacité du Scarabée telle qu'elle est aujourd'hui existante, tout en conférant au système de combat et aux unités des capacités et une autonomie significativement supérieure à celle des unités actuelles, il serait nécessaire de les doter d'un élément d'accompagnement en mesure de compléter l'action des véhicules principaux, soit comme mules logistiques, hein, dont le ravitaillement en carburant, soit comme porteurs de citernes d'armes plus puissants, hein, par exemple des missiles à longue portée, des missiles haute trame à longue portée, ou des roquettes guidées, ou porteurs de capteurs, ou de brouilleurs spécialisés, ou porteurs de composants pour les systèmes de commandement, relais de transmission, modules de poste de commandement, etc. Un tel accompagnateur, un tel système, offrira donc des possibilités de dilution nettement supérieures à ce qu'on connaît aujourd'hui et diminuera d'autant la vulnérabilité des dispositifs dans un environnement qui, je le rappelle, est d'ores et déjà très surveillé, en particulier au plan électromagnétique, avec des menaces de frappe adverse en boucle courte, comme on a pu le voir dans le Donbass il y a une demi-douzaine d'années, ou plus récemment au Haut-Karabakh. On peut noter que cet élément d'accompagnement sera téléopérable et que cette capacité de téléopérabilité existera aussi à terme pour le véhicule principal, hein, qui est ici, pour certains cas d'usage, comme l'ouverture de passages très exposés et dangereux quand on n'a pas d'autres moyens, hein, ou la remotorisation d'un équipage qui aurait dû, dans des cas très particuliers, qui aurait dû quitter son véhicule ou autre. Quelques mots maintenant sur la maintenance que j'évoquais en introduction. Pour le Scarabée, elle a été pensée de façon novatrice dès l'architecture du véhicule, afin que les principaux éléments soient facilement accessibles et échangeables dans de brefs délais, ce qui est le cas du groupe motopropulseur, qui est fixé sur un rack à l'arrière du véhicule. Alors, ça ne se voit pas là, mais vous l'avez également sur le montage. Hein, vous voyez, vous pouvez identifier le moteur et son rack. Il est ainsi non seulement très accessible à l'arrière, mais aussi extrayable et changeable très rapidement, ce qui est indispensable pour des unités qui opèrent plus ou moins en imbrication avec l'ennemi, dans des zones non sécurisées, et pour lesquelles toute réparation sur le terrain constitue un moment de très très forte vulnérabilité. Voilà, j'en arrive à la fin de mon propos. En synthèse, au vu de l'ensemble de ces capacités nouvelles, on voit que le Scarabée va permettre une évolution dans le combat de reconnaissance. Les patrouilles vont pouvoir se diluer davantage sur le terrain. Au sein de chaque patrouille, le véhicule de tête pourra agir de manière plus audacieuse. Au sein des pelotons, qui sont constitués de plusieurs patrouilles, généralement équipées d'engins de versions différentes et complémentaires pour remplir la mission, le chef de peloton pourra manœuvrer plus aisément et en plus grande autonomie. Enfin, la fluidité des pelotons facilitera la manœuvre de l'échelon supérieur, des escadrons, des sous-groupements tactiques interarmes. Au bilan donc, une plus grande fluidité et des modes d'action plus agressifs. Si on ajoute à cette évolution l'accroissement de l'autonomie et des distances de pénétration qu'on peut parcourir, ce qui est rendu possible par le système Scarabée, en incluant les éléments d'accompagnement au contact mentionnés juste avant, on voit que ce système sera le porteur et l'intégrateur de l'acquisition des objectifs à haute valeur ajoutée dans une profondeur accrue. Les unités Scarabée seront donc un élément central des manœuvres et des frappes dans la profondeur, aptitude clé pour faire la différence dans un affrontement entre deux armées de niveau équivalent. Mais on comprend aussi que pour ces mêmes raisons,
Les unités spécialisées dans la recherche profonde du renseignement opératif trouveront avec le Scarabée un engin adapté à leurs besoins futurs. Engin qui devrait même intéresser les forces spéciales dans certaines configurations pour certaines de leurs missions. Voilà, j'en ai terminé, et en fonction de ce que disent les organisateurs, on peut prendre quelques questions.